Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de cette nouvelle série consacrée aux différents aspects et problématiques liés à l'eau. C'est un sujet qui est très demandé, ça fait un moment que vous l'attendez, ça fait un moment que moi je le travaille de mon côté, puisque l'eau nous pose différents types de soucis de plus en plus réguliers. D'un côté, quand on en a trop, des orages de plus en plus violents qui amènent des inondations, de l'érosion qui amène donc une perte de nos sols et perte de fertilité, des stations d'épuration qui débordent, qui amènent différents problèmes comme épidémie des gastro qu'on a eu l'hiver 2020, il me semble, quelque chose comme ça. En cascade dans les ruelles de ce village, aux portes de Nîmes. Très vite, les chaussées disparaissent, transformées en rivières. L'eau dépasse les 1,50 m par endroit. On distingue à peine ce portail. Un peu plus loin, une voiture engloutie. Depuis ce matin, tout le sud du Gard est touché par un violent orage. Circulation bloquée, les automobilistes sont pris au piège. Énormément de réseaux qui sont partis avec les routes ou avec les ponts et une petite dizaine de stations d'épuration, soit qui ont été emportées par les crues, soit qui sont encore aujourd'hui sous l'eau et dont on a du mal à évaluer l'efficience. J'imagine que vous vous rappelez aussi tous des problèmes de ravage du mildiou qu'on a eu l'année 2021 où il n'y a pas eu beaucoup de tomates qui ont été produites en France à cause de ça. Et d'un autre côté, quand on en manque vraiment. Problème de sécheresse, problème de canicule de plus en plus violent. Donc il n'y a qu'à se rappeler ce qui s'est passé l'année 2022 où ça a été très difficile. On a vraiment beaucoup manqué d'eau. Le mois de juillet le plus chaud depuis 1958 et des conséquences directes sur le quotidien. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une année comme 2022, elle est exceptionnelle, mais que ce type d'événement va être amené à être plus fréquent, plus intense. Et je vous laisse imaginer ce que seront les records en 2050-2060 par rapport à un climat moyen qui ressemblera à celui de 2022 en été. Paris en prend enfin conscience. Une ville musée, totalement inadaptée aux futures conditions climatiques, d'où l'obligation de revoir beaucoup de choses de fond en comble. En Haute-Saône, l'herbe a littéralement grillé et les vaches laitières sont au régime sec. Aujourd'hui, cet agriculteur est obligé d'entamer son stock prévu pour l'hiver. Je vais perdre 25% de rendement sur 60 hectares. Ce scénario récurrent va s'aggraver. Cette carte représente l'évolution de l'indice de sécheresse des sols entre 1970 et 2055 prévu par Météo France. Les sols seront de plus en plus souvent secs. Or sans eau, pas d'agriculture possible. Regardons comment les agriculteurs travaillent. 5% d'entre eux pratiquent l'irrigation, tandis que 95% dépendent complètement de la pluie. Or, avec les sécheresses plus fréquentes, l'irrigation risque d'être amenée à se développer. Mais pour irriguer, il faut des réserves d'eau. Ce sont notamment les cours d'eau, les barrages, ou les nappes souterraines, alimentées par les eaux de pluie. Sauf que, quand il ne pleut pas du tout, pendant longtemps, ces réserves sont à sec. Alors, je suis vraiment désolé pour le côté un peu alarmiste de cette intro. Je pensais pas du tout faire ça à la base, mais c'est une réalité. Donc maintenant, deux solutions s'offrent à nous. Soit on râle en disant que tout ça c'est un peu anxiogène quand même, soit on fait ce qu'on sait le mieux faire, on s'adapte et on voit qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça. Donc l'idée de cette série de vidéos, ça va être de partager avec vous différentes connaissances, expériences, pour mieux savoir capter, stocker, récupérer l'eau quand elle nous vient du ciel, et quand on en manque, savoir mieux l'économiser, mieux la gérer sur nos projets. Tiens d'ailleurs, des petits chiffres en passant comme ça, un petit constat, un citadin parisien consomme en moyenne 240 litres d'eau par jour. Un citadin américain, lui, en consomme à peu près 600, ça va, on est pas mal. Un malgache, lui, arrive à en consommer à peu près 10 litres par jour. Bon, l'idée de ces chiffres, c'est pas de nous faire culpabiliser, de nous montrer qu'un homme civilisé est un gros consommateur d'eau, mais c'est aussi de montrer que notre consommation, elle peut être modulée par prise de conscience ou par nécessité des fois. Donc si on peut le faire par prise de conscience, c'est pas mal. Allez, comme d'habitude, cette vidéo sera basée sur mes connaissances, mes expériences personnel, donc ne vous arrêtez surtout pas à ça, allez voir d'autres chaînes YouTube, allez voir les bouquins qui parlent de ça, et surtout allez voir les gens, les agriculteurs autour de chez vous, puisque quelle que soit la façon dont ils pratiquent l'agriculture, là c'est pas l'idée, mais les agriculteurs sont quand même les plus à même, eux, de connaître votre lieu, votre contexte, votre pluviométrie, comment le sol gère l'eau, tout ça. Donc allez voir ailleurs, vous arrêtez pas à ce que je vais dire dans cette série. Allez, et c'est parti pour cette vidéo. Déjà, ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que
que l'eau sera souvent, si ce n'est toujours, un point clé par rapport à ce que vous pourrez produire derrière. Autrement dit, ce sera plutôt le facteur limitant de vos projets. Alors, on parle surtout d'agricole là, donc plus vous aurez d'eau, plus vous pourrez produire, moins vous aurez d'eau, plus il va falloir gérer, réussir à vous adapter selon les productions que vous voulez avoir. Et donc, ce qu'on va voir dans ce premier épisode, ça ne sera pas les petites astuces de savoir comment bien, moins bien arroser. On va déjà revoir à la base comment fonctionne l'eau, et pour ça donc on va parler de cycle de l'eau ou cycle hydrologique. Alors pour illustrer le cycle, je vais utiliser ce joli dessin là. En passant, merci beaucoup Maël, je vous mets un lien en description vers son blog, son site, je sais plus. Et puis en passant, je fais le petit coup de pub pour un super bouquin qui va sortir bientôt. Maël, c'est l'illustratrice qui a fait tous les dessins qui vont apparaître dans mon livre qui sort d'ici un mois, fin février. Le cycle de l'eau, donc, ça va englober tous les trajets que l'eau peut faire entre ces différents réservoirs qui sont les océans et les mers, qui représentent à peu près 96% de l'eau qu'on a sur le globe, et ensuite les banquises et les glaciers, les lacs, les fleuves, les rivières, les nappes phréatiques et autres eaux souterraines, l'atmosphère et enfin l'eau contenue dans les êtres vivants. Alors ça peut paraître très simple, basique comme ça, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà ça, mais connaître vraiment les petits détails, ça va nous faire apparaître des leviers sur lesquels on va pouvoir tirer pour attirer, j'allais dire, pour en tout cas conserver l'eau le plus possible sur nos projets. Donc on va voir en détail comment l'eau circule. Alors, les trajets de l'eau se font par différents mécanismes d'évaporation, condensation et précipitation qui fait que l'eau tourne et passe d'un réservoir à l'autre. L'évaporation se fait au niveau des océans, au niveau des terres, des sols et au niveau des végétaux. Les plantes transpirent par leurs feuilles. On appelle ça l'évapotranspiration. Ça, c'est un des petits leviers sur lesquels on va pouvoir bosser. Limiter l'évapotranspiration d'une plante, c'est limiter son besoin en eau, et donc là ça va être intéressant. D'ailleurs, gardez cette histoire d'évapotranspiration en tête, je vais vous proposer un petit jeu à faire à ce sujet à la fin de la vidéo. Donc, cette eau qui s'évapore va s'accumuler dans l'atmosphère sous forme gazeuse tant qu'il y a de la place, et puis une fois que l'atmosphère est saturée en eau gazeuse, cette eau va se condenser, former des nuages et donc créer des précipitations, de la pluie qui va retomber. Les 2 tiers retombent sur les océans, c'est ballot, et il reste un tiers qui va retomber sur les terres. Cette pluie qui va retomber sur les terres, là, elle a 2 possibilités. Soit elle va s'infiltrer dans le sol, rester en réserve un certain temps, continuer à descendre et au final remplir les nappes phréatiques ou d'autres réserves souterraines et qui vont finir petit à petit, quand c'est plein, à retourner jusqu'à l'océan. Soit elle va ruisseler et là on a un risque de phénomène d'érosion qui va emporter les sols et la fertilité dans les rivières, dans les océans. Quand on voit une rivière qui est marron, ben c'est qu'il y a de la terre qui a été emportée et avec cette terre, donc la fertilité qu'on perd petit à petit. Donc c'est pas forcément une belle image quand on voit une rivière qui est marron. Alors c'est là qu'il y a pas mal de choses importantes et intéressantes à savoir parce qu'on va trouver encore une fois là des leviers sur lesquels on va pouvoir tirer pour retenir plus l'eau. L'idée ça va être qu'elle s'infiltre dans les sols et pour qu'elle s'infiltre correctement, là il y a 3 points, 3 choses sur lesquelles on va pouvoir jouer un petit peu. La texture du sol, la structure du sol et le taux de matière organique. On va voir donc plus ou moins en détail, mais il y a d'autres vidéos qui viendront, qui détailleront encore plus chacun de ces points, mais on va déjà les survoler, vous allez voir qu'il y a déjà pas mal de choses sur lesquelles on peut bosser comme ça. Premier point, c'est la texture du sol qui va donc jouer sur sa capacité de captation, de stockage d'eau. Donc, petit rappel, c'est quoi la texture du sol? C'est le ratio entre les différents éléments minéraux qu'il contient. Les 3 éléments minéraux essentiels, c'est les sables, les limons et les argiles, qui va définir si vous avez un sol plutôt léger, sol plutôt lourd. Ça, c'est la texture. Donc, texture, c'est le taux de sable, de limon et d'argile. Si vous avez un sol plus argileux ou limoneux, vous avez un sol plus lourd qui va avoir une capacité de retenir plus d'eau. Si vous avez un sol plus sableux, vous allez avoir un sol qui va laisser plus facilement l'eau. L'eau s'infiltre plus facilement dans un sol sableux. Alors à savoir que la texture, vous ne pouvez pas jouer dessus. La texture que vous avez, c'est la texture que vous avez. Ce que vous pouvez faire, c'est adapter les pratiques que vous avez par rapport à vos sols. Là où c'est plus risqué, c'est quand vous avez un sol lourd, donc plus argileux, plus limoneux. Un sol argileux, si on y passe dessus quand c'est trop humide avec un engin lourd, un tracteur ou même marcher dessus, vous allez le compacter, et un sol argileux qui est compacté, l'eau n'arrive plus à s'infiltrer, elle ruisselle, et donc là il y a des risques d'érosion. Un sol argileux qui a été labouré, il y a ce qu'on appelle la semelle de labour.
c'est une partie très compactée qui est assez en profondeur, 30-40 cm en général, qui va faire que l'eau n'arrive plus à passer à travers. Un sol limoneux, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une croûte de battance. Un sol à nu sur lequel il pleut beaucoup, si c'est limoneux, vous avez cette petite croûte qui se fait en surface, qui déjà empêche ou freine le développement des végétaux, mais surtout fait que l'eau va ruisseler. Donc, selon la texture de sol que vous avez, il va falloir adapter vos pratiques pour que le sol ne soit pas trop compacté et pour avoir une bonne structure. Donc ça, c'est le deuxième point. Deuxième point, c'est la structure. Structure, c'est la quantité d'air que vous allez avoir dans votre sol. On peut dire aussi la porosité du sol. Plus le sol est poreux, mieux le sol est structuré, plus l'eau va s'infiltrer. Et donc là, pour cette structure, encore une fois, il y a d'autres points sur lesquels on va pouvoir bosser. Déjà, c'est la vie du sol. Pour qu'un sol soit vivant, il faut qu'il soit végétalisé le plus possible. On peut parler aussi de paillage, de toujours avoir un couvert. Pour moi, ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est vraiment que le sol soit végétalisé. So I'm going to slowly pour water in. You're going to see the water level rise. And we'll see what happens with our soil. Keep it coming. And now it's coming out. Take a look at the bottle we used to catch. The water had the power to actually take the dirt and the soil with it out of the bottle and into the cup, making it rain. Stop the rain and see what we have. So we've zoomed in so you can compare the two. This one has a lot of the soil in the container. This one just has a little bit of the particles, a little bit of the soil. Add the water. About the same amount. Pouring the water in. What do you think's going to happen here? Why is this water cleaner? I poured about the same amount of water into each container of soil. This one looks really clean. Si vous avez des végétaux vivaces qui restent vivants pendant l'hiver, ça va empêcher qu'il y ait l'effet splash de la pluie. C'est les gouttes d'eau qui vont faire cette croûte de battance et qui vont déstructurer un peu le sol en surface. Plus le sol est végétalisé, plus ça limite ça. Plus il est végétalisé, plus les racines des plantes vont structurer. Plus il y a de racines de plantes et de végétaux qui poussent, plus vous allez avoir de bactéries qui vont attirer tout un cortège de vie dans le sol. C'est pas du tout l'idée de cette vidéo de faire le détail de tout ça, mais en tout cas, sachez que plus votre sol est végétalisé, plus il est vivant, et plus il est vivant, plus il est structuré, et plus il est structuré, plus l'eau va s'infiltrer dans votre sol et moins ruisseler, et vous aurez moins d'érosion. Dans l'autre sens, on aurait pu voir qu'est-ce qui empêche d'avoir un sol structuré. Ça va être tout ce qu'on a vu par rapport, quand on parlait de texture juste avant, ça va être comment vous travaillez votre sol. Un sol qui est labouré ou ne serait-ce que travailler, un motoculteur ou quoi régulièrement dans le sol, vous allez casser cette structure. L'utilisation de produits chimiques de synthèse ou pas de synthèse, mais un produit chimique qui va perturber la vie du sol. Pour rappel, c'est la vie du sol qui crée et qui garde la structure. Si vous utilisez des produits chimiques, allez, je ne vais pas citer de nom, quel qu'il soit, et que vous détruisez la vie du sol, vous perturbez et vous limitez la structuration du sol. Donc ça, c'est pas intéressant. Alors, pour les rageux, là, je veux pas faire non plus l'extrémiste et dire qu'il faut utiliser aucun produit et faire aucune pratique. On a aujourd'hui encore certaines productions agricoles, les céréales par exemple, pour lesquelles on a du mal, c'est pas évident de se passer complètement du labour. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut savoir peut-être le faire moins souvent, que ce soit moins automatique, le faire au bon moment, dans le bon sens. Enfin, voilà, il y a quand même des choses à faire pour qu'on limite les pertes de fertilité, les pertes de sol par érosion. Donc voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas labourer, moi perso je ne le fais pas, je ne dis pas qu'il faut le faire non plus, mais en tout cas pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer, voilà, essayez de le faire correctement, intelligemment aussi. Allez, l'idée c'est pas de lancer un débat. Troisième point, ça va être le taux de matière organique. La matière organique dans le sol va jouer le rôle d'éponge, ça va retenir l'eau du sol, donc plus vous avez de matière organique dans vos sols, plus vous allez retenir l'eau. L'argile retient l'eau, la matière organique retient l'eau. Si vous avez un sol argileux riche en matière organique, jackpot. Donc pour faire monter le taux de matière organique, ben encore une fois, végétalisez vos sols. Faites peut-être, si vous avez des sols pauvres, des gros apports de matière organique le plus carboné possible. Le foin, c'est moyen, la paille, c'est un peu mieux. Le BRF, les feuilles mortes, c'est top. Plus c'est ligneux, plus ça va faire monter le taux de matière organique et plus vous allez avoir un sol éponge qui retiendra l'eau et qui limitera les besoins d'arrosage derrière.
Allez, là c'est tout ce qui touche à l'infiltration. Pour faire complet, il faudrait aussi que je parle de ce qu'on appelle le ruissellement. Non, je ne crois pas au ruissellement pour ma part. Alors si, le ruissellement ça existe, alors peut-être que lui il est plus sur une théorie d'infiltration, d'accumulation, mais le ruissellement c'est ce qui passe quand on a des mauvaises pratiques agricoles, donc il y aurait peut-être un truc à changer niveau agricole, mais là merci, mais je crois qu'on s'égare. Donc pour parler ruissellement, en gros si vous avez un terrain qui est en pente, c'est là que ça arrive le plus. Si vous avez un sol argileux, comme on vient de le voir, ça arrive plus souvent, mais de toute façon, si vous avez un terrain en pente et qu'il y a beaucoup d'eau, l'eau ruisselle. Et l'eau qui ruisselle et qui part plus loin, qui part sur le terrain d'en dessous ou qui va ailleurs, elle est perdue. Donc l'idée, ça va être de le limiter au maximum. Et pour le limiter au maximum, il y a plein de choses qu'on pourrait voir. Par exemple, on pourrait créer des bassins, des retenues d'eau collinaires, des mares, des lacs, pour retenir l'eau sur le terrain. L'idée, ça va être de la retenir le plus, si vous avez un terrain en pente, le plus haut possible, pour qu'elle reste disponible pour vous par gravité, qu'il n'y ait pas besoin d'énergie pour la faire remonter. Un autre truc, ça peut être de faire ce qu'on appelle des swales, des baissières. Donc en gros, c'est des tranchées qui sont creusées sur les courbes de niveau, donc qui sont parfaitement horizontales, et que l'eau, au lieu de descendre, va se stocker là-dedans. Et on crée donc ces petites tranchées. En contrebas des tranchées, il y a le petit monticule qui est fait avec la terre qui était sortie de la tranchée. Je ne vous fais pas une vidéo de détail sur les swales et les baissières, peut-être ça en sera une autre, mais j'essaie déjà de vous expliquer globalement comment ça marche. Donc sur ces buts en contrebas, on va faire des cultures pour que ça tienne. L'idée, c'est pas de provoquer des glissements de terrain non plus, parce que ça peut arriver. Et donc, voilà, pour que l'eau reste sur le terrain et évite de ruisseler. On pourrait aussi faire, au lieu qu'il y ait un ruissellement droit, vertical et qui aille directement sur la parcelle en dessous, faire en sorte que cette eau ruisselle, zigzague un peu sur vos terrains. L'idée, en gros, ça va être de retenir l'eau le plus longtemps possible sur le terrain. Plus elle reste longtemps sur le terrain, plus elle a de temps pour s'infiltrer, et plus elle s'infiltre, plus elle reste dans vos sols ou plus elle va dans les nappes phréatiques. Puisque l'idée, c'est qu'elle reste le plus longtemps sur les terres et qu'elle aille le moins rapidement possible vers les océans. Allez, je ne vais pas détailler plus que ça ici sur les ruissellements et les écoulements. L'idée, c'était vraiment de voir quels sont les leviers sur lesquels on peut tirer. Sur les points précédents, on a vu les différents leviers. L'idée, c'est de la pousser à s'infiltrer, de l'empêcher de ruisseler. Non, je ne crois pas au ruissellement pour ma part. Sortez-le lui. Et là maintenant, on va voir comment on peut l'empêcher de s'évaporer, limiter l'évapotranspiration. D'ailleurs, je vous avais proposé un petit jeu, vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, on va le voir juste après. On va parler là de tout ce qui est lié à l'évapotranspiration et comment on peut la limiter. Bon, là encore une fois, c'est un gros truc qui fera sûrement le sujet d'autres vidéos, mais on va quand même essayer de le survoler vite fait. Donc, le truc à savoir, c'est que plus il souffle sur vos plantes un vent fort et sec, plus les plantes vont évapotranspirer. Donc si on arrive à limiter cette évapotranspiration, comme je disais, on va limiter leurs besoins en eau. Et donc pour ça, une des idées les plus répandues, enfin c'est pas une idée, enfin un des trucs les plus répandus, ça va être de planter des haies autour de vos terrains. Là où on détaillera plus tard, une autre fois, ça sera de comment on fait, où, pourquoi, et de quelle façon on fait ces haies. Mais là, le truc, c'est déjà de savoir comment fonctionnent ces haies. Elles fonctionnent sur deux points. Déjà, une haie que vous mettez va limiter le vent, va freiner le vent va souffler moins fort. Et il ne va pas souffler plus du tout, il va juste souffler moins fort. Cet effet, vous pouvez l'obtenir en mettant un brise-vent artificiel, des piquets avec des planches ou des filets brise-vent. Ça aura juste l'effet de ralentir le vent. La haie va agir sur un deuxième truc, c'est que les plantes, encore une fois, évapotranspirent. Donc les plantes de la haie évapotranspirent de l'eau. Et donc en plus de freiner le vent, elles vont évaporer de l'eau et donc va rendre cet air, ce vent, un peu plus humide. Du coup, grâce à la haie, le vent qui va souffler sur vos cultures derrière sera moins fort et plus humide. Un vent plus doux va souffler sur vos cultures, c'est très joli dit comme ça, mais du coup voilà, ça va avoir vraiment cet effet là. Donc voilà, la logique c'est de dire, avant de penser à comment il faudrait arroser ces plantes parce qu'elles ont évaporé beaucoup d'eau, c'est comment faire en sorte qu'elles évaporent moins d'eau pour qu'elles aient moins de besoin, pour que derrière nous, les astuces qu'on va voir après pour arroser intelligemment, déjà il y aura moins besoin d'arroser si on les empêche de perdre trop d'eau. Voilà, c'est pour ça que je disais dans cette vidéo, on revoit vraiment le truc à la base. On verra plus tard comment bien arroser le jardin, mais là on va voir surtout comment avoir le moins besoin de l'arroser possible. Donc, si vous vous posez la question de savoir combien d'eau évapore une haie, alors là, ça dépend. Mais alors ça dépend vraiment de tellement de choses différentes. J'ai eu passer un chiffre, moi, comme quoi une haie évapore 30 mètres cubes d'eau à l'année par mètre linéaire de haie.
Mais alors là, mais je sais pas, enfin, je sais même plus où j'ai trouvé ce chiffre, mais je sais pas comment on peut sortir un chiffre comme ça, puisque ça va dépendre de la largeur de la haie, de la densité de la haie, de la hauteur de la haie. Et d'ailleurs, en parlant de largeur de la haie, pourquoi pas faire une bande boisée, une haie très très large, voire pourquoi pas avoir une forêt en amont de son jardin, dans les sens d'où vient le vent, et là pour le coup ça évapore beaucoup plus d'eau. Et donc il y a des chiffres quand même là-dessus, si vous vous posez la question de savoir combien de volume d'eau, combien d'eau évapore une zone boisée, mais ça va être le sujet du petit jeu que je vous propose. Donc ben voilà, là on en arrive au moment du jeu. Wouhou, c'est cool, hein, c'est un jeu de calcul. Bon, non, vous allez voir que le but du jeu, ça va pas être de s'amuser, c'est ludique, mais ça va être surtout d'apprendre différents petits trucs qui vont vous aider après, vous, dans vos calculs de gestion d'eau. Allez, c'est parti pour le jeu. Alors, un arbre rejette entre 100 et 300 litres d'eau par jour. Un grand arbre rejette 300 litres d'eau par jour en moyenne. Une zone boisée, on va partir sur 1 hectare pour faire le calcul. 1 hectare évapore par jour 30 000 litres d'eau, ou 30 mètres cubes. Un truc intéressant là, c'est déjà de savoir faire la conversion. 30 000 litres, c'est 30 mètres cubes. 1000 litres, c'est 1 mètre cube. Donc 1 hectare de forêt évapore 30 mètres cubes d'eau par jour. On va essayer de calculer la quantité d'eau dont a besoin une forêt à l'année. La période de végétation d'une forêt s'étale sur, ici en zone tempérée, sur 7 mois environ, à peu près 215 jours. Le reste du temps, les forêts n'ont pas de feuilles, en hiver il n'y a pas de feuilles, donc la période s'étale sur 215 jours. Donc question, de quelle quantité d'eau a besoin cette forêt, cet hectare de forêt, sur une année complète? Alors ensuite, et non c'est pas fini, ça aurait été un peu simple puis un peu nul comme jeu que ça s'arrête là. Maintenant on va parler pluviométrie et là on va apprendre justement à faire des calculs assez intéressants. Donc est-ce que vous savez faire la conversion, le ratio par rapport à la pluviométrie et le volume d'eau que ça représente sur une surface? Donc question par exemple, quelle quantité d'eau représente 1 mm de pluie sur 1 mètre carré et quelle quantité d'eau ça représente sur 1 hectare? Ça c'est important de le savoir si vous voulez, je sais pas, vous avez une surface de toiture et vous voulez savoir combien d'eau ça représente quand vous avez une certaine quantité de pluie qui tombe. D'ailleurs, petit conseil en passant, installez un pluviomètre si vous avez un projet jardin, installez un pluviomètre chez vous pour connaître la quantité d'eau, la pluviométrie annuelle que vous avez. Là on en vient donc à une autre question, c'est quelle est votre pluviométrie annuelle? Pour le savoir, il y a des sites météo, tout ça. On connaît les moyennes françaises, par contre, ça ne dit pas forcément celle qu'il y a chez vous. Moi, je suis dans une région où j'ai 650 mm à l'année, en moyenne, c'est ce que disent les sites météo. Mon pluviomètre et puis les anciens qui relèvent la pluie ici depuis des années, la moyenne c'est plutôt 800, 900, voire 1000 mm. On est à 1 mètre d'eau qui tombe à l'année. Je suis sur un sommet, donc j'ai un peu plus d'eau. Mais dans ma région, on est sur une moyenne de 650 mm. Et donc là, vous pouvez faire pause à la vidéo, faire tous vos calculs, répondre aux 3 questions. Et je vous laisse faire pause. Je ne sais pas si je mettrai un petit jingle, une petite musique d'ascenseur là pendant que vous faites vos calculs. Donc c'est bon, là on va dire que vous avez fait vos calculs. Et si vous avez fait les calculs, c'est quand même assez incroyable ces résultats, non? Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas fait les calculs, bande de petits malins, je sais qu'il y en a qui ne vont pas le faire et qui vont attendre que je donne les résultats. Je vais donner les résultats et vous allez voir à quel point c'est intéressant. Alors le jeu est intéressant et c'est marrant de voir ces rapports, et ce qui est intéressant c'est surtout que du coup on a appris à faire toutes ces conversions. Donc on va partir sur les chiffres pour les régions moyennes. La pluviométrie moyenne de la plupart des régions, beaucoup de régions de France, c'est 650 mm à l'année. On va rester sur ce chiffre-là. La pluviométrie, 1 mm de pluie, c'est 1 litre d'eau pour 1 mètre carré, et donc 10 000 litres d'eau pour 1 hectare. 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. 10 000 litres d'eau, c'est donc 10 mètres cubes. Chaque fois qu'il pleut 1 mm, il pleut 10 mètres cubes sur 1 hectare. Une forêt qui évapore, c'est 30 000 litres par jour, 30 mètres cubes. Ça représente 3 mm de pluie. Vous vous rappelez, 1 mm de pluie c'est 10 mètres cubes, 3 mm de pluie c'est 30 mètres cubes. Donc notre forêt qui évapore c'est 30 mètres cubes par jour, elle aurait besoin de ces 3 mm de pluie par jour pour avoir assez d'eau. La forêt, elle a sa période de végétation qui va durer 215 jours. 3 mm x 215, on obtient 645 mm d'eau. Et la moyenne de la pluviométrie de toutes les régions en France, c'est 645, c'est 650, on disait 645, 650, on s'aperçoit que une forêt évapore exactement la même quantité d'eau qu'il pleut à l'année
sur la majorité des régions de France. Alors, moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, ouais, putain, c'est quand même une sacrée coïncidence. C'est pas une coïncidence. La plupart des régions de France se couvriraient, il existe. La plupart des régions de France, si on ne bétonisait pas les sols, devraient naturellement se couvrir de forêts, puisque les forêts ont besoin exactement de la quantité d'eau qui pluie. Enfin, c'est pas une coïncidence, c'est juste la nature fonctionne comme ça. Donc si vous êtes dans une région où vous avez au moins 650 mm à l'année, voire plus, vous avez assez d'eau pour arroser votre forêt. Le problème qu'on a, c'est, et là on en vient à une situation qui est un peu dramatique, c'est l'évolution du climat, le dérèglement climatique, qui fait que on reçoit à peu près toujours autant d'eau, bon, sauf des années exceptionnelles comme l'an dernier où on a eu en moyenne 200 mm d'eau en moins à l'année que ce qu'on a généralement. Mais le souci qu'on a, même les années d'avant où on avait assez d'eau à l'année pour arroser une forêt, ces eaux, elles tombent pas au bon moment. Les 215 jours sur lesquels la forêt a besoin d'eau, c'est la période où on en a le moins, où on en a de moins en moins, et cette eau tombe plutôt sur les périodes où les arbres n'ont pas de végétation, n'ont pas de feuilles. Donc là où nous on va devoir tirer, ce levier là sur lequel on va devoir tirer très très fort, c'est réussir à stocker cette eau pour pouvoir l'utiliser au moment où la forêt en a besoin. Il y a deux façons de la stocker, ça va être capter l'eau de ruissellement, capter l'eau de pluie sur les toitures et la stocker concrètement dans des cuves, dans des citernes, dans des réserves, ou alors tout ce qu'on a vu jusqu'au début de la vidéo, et qui est donc le gros thème de cette vidéo-là, c'est faire en sorte que nos sols jouent le rôle d'éponge. Plus on a de matière organique dans le sol, plus on va stocker de volume d'eau, et plus ce volume d'eau est stocké, plus il va être pouvoir... Putain, j'ai du mal avec ces phrases. Plus il y a de volume d'eau qui va être stocké dans le sol, plus notre forêt va pouvoir petit à petit le réutiliser quand elle en aura besoin. Bon, ça suffit pas, il va falloir... Pour certaines cultures, pour certains sols, ça ne suffit pas, donc il va falloir jongler sur d'autres stockages. Et ça, c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. Donc, je rappelle les gros leviers qu'on a vus dans cette vidéo. Limiter l'évapotranspiration, qui va donc limiter les besoins en eau. Favoriser l'infiltration, qui va limiter la perte par érosion. Et favoriser la capacité de rétention, qui va augmenter la quantité d'eau qui reste dans nos sols pour que les plantes puissent le capter derrière. Un conseil aussi que j'ai donné, c'est mettez un pluviomètre, connaissez votre pluviométrie. Ça va aussi vous permettre de savoir quelle quantité d'eau est tombée, ça va vous permettre aussi de savoir quelle pluviométrie vous avez, et par rapport aux surfaces de toiture que vous avez, de calculer le volume de stockage que vous allez pouvoir mettre en place. Voilà, tout ça, ça va être important. Allez, voilà pour ce premier épisode de cette série dédiée à l'eau, à la gestion de l'eau. C'est qu'un début, c'était déjà dense, mais c'est qu'un début. On va voir pas mal de choses liées à comment capter, stocker l'eau, les différents moyens de stockage. On va parler des différents moyens d'irrigation, aspersion, goutte à goutte, tout ça, ça va venir. On va parler après de différentes petites astuces dédiées à des trucs plus spécifiques, comme le verger, le potager, les jardins d'ornement. Il y a beaucoup de choses. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous. Comme ça, ça vous servira à voir les autres. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la autour de vous, parlez-en, mettez des petits pouces en l'air, commentez, posez des questions si vous avez des attentes aussi par rapport à la suite, qu'est-ce que vous aimeriez voir, et voilà, des questions, des remarques particulières. Et puis, comme d'habitude, rappel, cette chaîne YouTube fonctionne grâce au soutien de mes tipeurs et de tous les gens qui me soutiennent financièrement. Tous ces noms là qui sont affichés, donc un grand énorme merci à eux, sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire toutes ces vidéos. Et donc si vous voulez rejoindre cette communauté de personnes, il y a des liens là, il y a des liens dans la description sous la vidéo. Et puis un grand merci à vous, grâce à qui je pourrais continuer à prendre le temps de faire tout ça. Allez, je vous dis à très bientôt. Et puis ah oui, si je voulais vous dire encore une fois, ça fait là plusieurs fois, mais c'est l'hiver, c'est normal, que je fais des vidéos en intérieur, là, bien au chaud, à l'abri. J'ai été souvent malade ces derniers temps, donc je vais essayer d'éviter de retomber malade. Mais je vais juste vous tourner la caméra et vous montrer par la fenêtre ce qui se passe en ce moment, et vous verrez qu'on est quand même mieux au chaud. Et puis on jette un petit coup d'œil par la fenêtre. Voilà le temps qu'il fait chez moi en ce moment. C'est beau, hein? On est mieux au chaud quand même.